Le sommet des Trois Bassins et la campagne touristique qui a eu lieu en marge de ce dernier a été l'occasion de mettre en avant le potentiel touristique du Congo. Mais qu'en est-il de son potentiel entrepreneurial? Parce que finalement, entrepreneuriat et tourisme sont quand même très étroitement liés. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne en te racontant une histoire, mon histoire. Ce que je vais dire ne va pas plaire à certaines personnes, mais ça fait partie de mon histoire et il est important que vous la compreniez ou en tout cas que vous en sachiez un bout pour comprendre d'où est partie cette décision de créer cette chaîne. Mais avant, jingle. Bonjour et bienvenue sur Business au Congo, la chaîne qui met en avant l'entrepreneuriat et les personnes qui entreprennent au Congo-Brazzaville. Que vous soyez entrepreneur local, entrepreneur de la diaspora, investisseur soucieux de contribuer au développement de l'Afrique et en quête d'opportunités en Afrique centrale, ou simplement une personne curieuse et désireuse d'en savoir plus sur l'entrepreneuriat en Afrique à travers l'exemple du Congo-Brazzaville, cette chaîne est là pour vous. Ici, vous trouverez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des informations clés pour vous aider à naviguer les défis, à saisir des opportunités et à créer des entreprises florissantes au Congo et ainsi contribuer au développement économique du pays. Pour ne rien rater de nos aventures, suivez-nous également sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook sur @businessaucongo. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire et je ferai de mon mieux pour vous proposer le type de contenu que vous voulez. Pointe-Noire, fin des années 90, début des années 2000. Je dois avoir 9 ans. Je suis dans la chambre de 9 mètres carrés qui sert à la fois de logement à ma mère, mon frère et moi, et d'atelier de couture pour ma mère. Elle nous gâte de son mieux quand les affaires sont bonnes, mais là c'est l'un de ces jours où les affaires ne sont pas bonnes. Je pleure et je boude de faim. Oui, parce que j'étais une grosse boudeuse. Ma mère, après avoir longtemps hésité, finit par me dire « Va demander à tonton Parfait, un voisin, de me prêter 500 francs. Et avec ça, tu vas acheter du riz, du charbon, de l'huile, de l'oignon, de la tomate, pour que je vous fasse à manger. » Je sais plus si j'étais trop fâchée pour y aller ou si, du haut de mes 9 ans, j'étais tout aussi gênée que ma mère d'aller demander l'équivalent de 75 centimes pour me nourrir. Bon, ça je le sais aujourd'hui, que c'est l'équivalent de 75 centimes à l'époque. À l'époque, c'était juste 500 francs. Mais en tout cas, je me souviens que c'est mon petit frère, alors âgé de 4 ans, qui y est allé. Ensuite, on est allé ensemble acheter ce qu'il fallait. Notre mère nous a fait du riz rouge et je crois bien qu'après, j'étais de nouveau de bonne humeur. De toute façon, moi, ventre plein, Joanne contente. Mais ce souvenir, bien que flou, fait partie des plus marquants de ma vie. C'est l'un de ceux qui ont nourri en moi une aversion totale pour la pauvreté et pour le fait de vivre dans le manque de quoi que ce soit. Les années de mon enfance passées avec ma mère, parce que je n'ai pas vécu qu'avec elle pendant mon enfance, m'ont fait prendre conscience très tôt de l'existence de différences de classe sociale et du fait que ma famille, même si certains se battaient, ne faisait pas partie des plus aisés. Au Congo, comme je pense dans pas mal d'autres pays d'Afrique, parce que j'ai vu ça en Côte d'Ivoire aussi, dans certains quartiers, les personnes de classe sociale moyenne ou aisée cohabitent avec des personnes de classe sociale bien moins privilégiées. Typiquement, l'école primaire du quartier où j'ai passé mon enfance, j'y allais avec quelques copines de ma rue, des yayas du quartier, parce que j'étais la plus jeune de la bande. Yaya signifie grande sœur. Elles habitaient dans de grandes maisons avec l'électricité, la télé, les antennes paraboliques dans la cour, l'eau courante, bref, tout ce qu'on n'avait pas à la maison. La maman de l'une d'entre elles avait un Land Cruiser que je trouvais gigantesque à l'époque. Je me souviens qu'on devait m'aider à y grimper et j'adorais quand maman Monique, elle s'appelait, allait nous déposer à l'école ou nous emmener à l'église dans son 4x4. Mais j'étais consciente qu'il y avait une différence de classe sociale entre mes amis et moi et c'était quelque chose qui me frustrait déjà
très tôt à cet âge-là. Bref, avance rapide. À 13 ans, je suis venue habiter en France. D'abord avec mon père, qui avait refait sa vie depuis bien longtemps, parce que moi, mes parents se sont séparés quand j'avais 3 ans. Donc, j'ai vécu avec mon père, ma belle-mère et mes sœurs, jusqu'à l'obtention de mon bac, puis toute seule. J'ai dû me débrouiller seule pour financer mes études universitaires et ma vie d'étudiante. J'ai fait mes études à l'université, puis en école de commerce, tout en enchaînant en parallèle des petits boulots pour payer mon loyer, voyager avec mes amis et découvrir le monde, quoi. J'ai tout fait. McDo, babysitting, serveuse, vendeuse en magasin, hôtesse, pionne, you name it. Ensuite, j'ai rejoint le monde de l'entreprise, le corporate world, en travaillant dans de grands cabinets d'audit et de conseil, avant de me lancer en tant qu'entrepreneur spécialisé dans le conseil, dans la tech et dans finance d'entreprise. Mais ce parcours n'a pas été sans défi, et c'est une très longue histoire. Tout ce que je peux dire, c'est que la petite fille de 9 ans qui pleurait et boudait de faim, l'adolescente qui, à 14 ans, maudissait sa vie après 1 an de désillusion en France sur tous les plans, la jeune fille de 20 ans qui trouvait injuste d'être complètement livrée à elle-même sans pouvoir compter sur personne, la jeune femme de 25 ans, épuisée d'être contrainte d'être forte en permanence, épuisée d'entendre des « oui, mais toi t'es forte, tu te relèves toujours » venant de personnes qui n'ont aucune idée de ce que cette fameuse force lui coûte psychologiquement, aucune idée de la solitude dont elle souffre en silence, même quand elle est en apparence entourée, mais aussi épuisée d'être contrainte de se chercher en Occident parce que les opportunités dans son pays sont moindres. Et enfin, la femme de 31 ans qui, la peur au ventre, a quitté un CDI confortable pour se lancer dans l'entrepreneuriat et préparer son retour sur son continent natal. Eh bien, toutes ces personnes font partie de moi et les réalités vécues par chaque version de moi à chacune de ces étapes de ma vie sont des réalités que quelqu'un d'autre a vécues ou est en train de vivre actuellement. Et dans ces moments-là, j'aurais aimé avoir une source d'inspiration et d'espoir qui me permettent de me rassurer sur le fait que je n'étais pas seule, en me montrant des parcours de personnes similaires auxquelles je pouvais m'identifier, en écoutant des témoignages de personnes qui, malgré leurs origines modestes et les obstacles rencontrés, avaient réussi à atteindre leurs rêves, ou comme j'aime à le dire, à réaliser leurs objectifs. Au-delà de ça, j'aurais voulu voir des gens qui, cette fois-ci, quelle que soit leur origine sociale, œuvraient réellement pour le développement du Congo, en montant des projets en tout genre, en créant des emplois, malgré les défis et entraves rencontrés sur place. Et on sait combien ils sont nombreux. Enfin, j'aurais voulu, ou plutôt aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, je veux, en savoir plus sur l'écosystème entrepreneurial du Congo, en savoir plus sur les réglementations et formalités administratives, sur les conditions et tendances du marché local, sur les défis auxquels doivent faire face les entrepreneurs sur place. On sait par exemple que la main-d'œuvre en Afrique, c'est un réel sujet. Et donc, quelles sont les tactiques auxquelles les uns et les autres ont recours pour s'assurer une main-d'œuvre de qualité ? On sait que pour faire du business en Afrique, le réseau est important. Est-ce qu'il existe des associations professionnelles ou des réseaux d'entrepreneurs auxquels il est possible d'adhérer, etc. Ces questions que je viens d'évoquer, je les ai posées à des entrepreneurs et j'ai décidé de les partager avec vous sur Business au Congo. Cette année, je vais donc vous emmener à la découverte d'entrepreneurs avec qui j'ai échangé. Des entrepreneurs plus inspirants les uns que les autres, qui m'ont partagé leur parcours, les défis auxquels ils sont confrontés au quotidien, leur point de vue sur l'écosystème entrepreneurial du Congo et bien d'autres éléments. Certains d'entre eux ont toujours évolué en Afrique, commençant parfois leur parcours entrepreneurial ou professionnel dans un autre pays de la sous-région avant de s'établir au Congo. D'autres sont issus de la diaspora et ont fait le choix de se rapatrier au Congo. Dans le prochain épisode, nous irons à la découverte de Jalice, qui est une jeune cadre dynamique et entrepreneur de 27 ans, qui a entrepris un retour au pays dès l'âge de 19 ans. Ouais, c'est bien entendu, 19 ans. Jalice a été un vrai coup de cœur.
Je me suis reconnue en elle sur de nombreux points dans son parcours. Débrouillarde, persévérante, elle a su pousser toutes les portes, même lorsqu'elles étaient bien scellées, pour accéder à ce qu'elle voulait. C'est un exemple de résilience, elle a un parcours atypique et c'est une jeune femme qui est justement cet exemple de résilience qui peut en inspirer plus d'un. Donc abonnez-vous dès à présent, activez la cloche de notification pour être prévenu quand notre épisode sortira. Mais attendez, partez pas tout de suite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez-moi un commentaire pour que je sache qui sont mes supporters de première heure. Pour ne rien rater de nos aventures, suivez-nous également sur Instagram, TikTok, Twitter et Facebook sur @businessaucongo. Je vous dis à très vite.